Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des stratagèmes génériques de Warhammer 40 000, ceux auxquels toutes les armées ont accès, quel que soit leur détachement. Ils sont souvent sous-utilisés, voire assez mal compris, et donc je pense que c'est pas forcément idiot de faire un point là-dessus. Alors vous le savez sans doute, vous avez accès à tous ces stratagèmes génériques, il y en a 11 qui sont dans le livre de règles de base, et attention, ils ont été modifiés plusieurs fois depuis le début de l'édition dans la plaque de données d'équilibrage et dans les modifications des règles de base. Donc si vous voyez que les stratagèmes ne sont pas ceux que vous avez dans votre bouquin, c'est normal, ceux de votre bouquin ne sont plus les bons et ne sont plus à jour. Il faut utiliser ceux qui ont été mis à jour soit dans l'application mobile qui est gratuite, soit dans les différents PDF téléchargeables gratuitement. Ces stratagèmes, ils forment une grosse boîte à outils très variée. Toutes les armées n'auront pas accès à tout, puisqu'il y a certains stratagèmes qui sont dépendants de certains mots-clés, mais globalement, beaucoup d'entre eux ont de très très bons cas d'utilisation, et souvent on oublie un peu de s'en servir, alors qu'ils nous permettraient vraiment de sauver certaines parties ou de prendre l'avantage. Alors on va commencer par le tir en état d'alerte parce que c'est souvent celui soit le plus décrié, soit le plus encensé, soit le plus détesté. Il a beaucoup de cas d'utilisation mais plein de petites contraintes un peu compliquées. Il est crucial pour la grande majorité des armées, sauf si vous êtes une armée pure mêlée. Vous vous en servirez probablement au moins une fois par partie, avec certaines armées peut-être même une fois par tour. Il vous permet de tirer durant le tour ennemi pour un seul PC, mais avec beaucoup de restrictions. D'abord, il se déclenche à la phase de mouvement ou de charge adverse. Donc si l'adversaire bouge durant votre propre tour avec un mouvement réactif, avec une manœuvre agile Eldar ou des choses comme ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas déclencher un tir en état d'alerte durant votre propre tour. C'est seulement durant la phase de mouvement ou de charge adverse. C'est pas non plus durant la phase de tir adverse. Si l'ennemi a des unités qui peuvent bouger, tirer et rebouger, vous ne pouvez pas faire un tir en état d'alerte sur ce mouvement pendant leur phase de tir. Ça se déclenche au début ou à la fin d'un mouvement normal d'avance et de retraite. Donc si l'ennemi finit son mouvement à couvert mais que vous la voyez au début du mouvement, vous pouvez tirer. Si l'ennemi par contre commence en étant invisible de vous et finit en étant invisible de vous, même s'il est passé entre deux ruines et que vous l'avez vu au milieu, vous ne pouvez pas lui tirer dessus en état d'alerte. Il n'était pas visible au début et à la fin du mouvement. Ça se déclenche aussi quand une unité ennemie déclare une charge. Là encore, c'est pas quand elle commence sa charge ou quand elle finit sa charge, c'est quand elle la déclare. Ça veut dire que même si l'unité ennemie rate sa charge, vous pouvez quand même lui tirer dessus. Ça veut aussi dire que si l'unité ennemie n'est pas visible quand elle déclare sa charge, votre unité ne la voit pas, vous ne pouvez pas la cibler, vous ne pouvez pas tirer en état d'alerte quand l'unité ennemie a fini sa charge corps à corps avec vous. Vous pouvez aussi déclencher ce stratagème quand une unité ennemie est placée sur la table, donc quand elle arrive des réserves ou quand elle débarque d'un transport. Elle n'a pas besoin d'avoir bougé. Si l'adversaire place une unité à 9 pouces de vous, vous pouvez lui tirer dessus en état d'alerte. Si le transport s'ouvre et que l'unité descend, vous pouvez tirer sur cette unité aussi. Attention également, il y a plein de conditions dans le jeu qui disent votre unité compte comme ayant fait un mouvement normal. Elle compte comme ayant fait un mouvement normal, mais elle n'a pas fait un mouvement normal. Il n'y a pas eu de moment où elle a commencé ou fini ce mouvement normal, et donc vous ne pouvez pas la cibler avec le tir en état d'alerte si l'unité fait quelque chose qui compte comme un mouvement normal. Il faut vraiment qu'elle ait fait ce mouvement. Évidemment, il y a des restrictions. Votre unité doit être éligible pour tirer, donc elle ne peut pas être en mêlée, ou ça peut pas être un véhicule qui est en mêlée. La règle qui permet aux véhicules de tirer même s'ils sont engagés au corps à corps ne marche pas avec le tir en état d'alerte, puisqu'elle ne marche que à votre phase de tir, et quand vous utilisez le tir en état d'alerte, vous n'êtes pas dans votre phase de tir. Votre unité doit aussi être à 24 pouces, vous ne pouvez pas utiliser un canon laser à 48 pouces, il faut être relativement proche, et vous devez voir l'unité ennemie, puisque vous devez être éligible pour la cibler, donc vous ne pouvez pas faire du tir en état d'alerte avec du tir indirect, vous devez voir ce sur quoi vous tirez. Les unités titanesques ne peuvent pas faire le tir en état d'alerte, et vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois par tour de jeu, donc vous ne pouvez pas faire tir en état d'alerte pendant la phase de mouvement ennemi, et le refaire ensuite pendant sa phase de charge. Vous devez choisir à quel moment vous allez l'utiliser à chaque tour. Et puis évidemment, la grosse restriction de ce stratagème, c'est que vous ne toucherez que sur des 6. Et attention, ce sont sur des 6 non modifiés. Donc si vous faites un 1 et que vous avez plus 1 à la touche, ça marche pas. Vous n'avez pas fait 6, vous avez fait que 5. Ça ne déclenche pas non plus tout ce qui est touche critique sur des 5+. Si votre unité a la capacité de faire des touches soutenues ou des touches fatales sur 5+, ça ne marche pas. Vos 5+, ne toucheront pas et ne feront pas de touches critiques, de touches fatales, de touches soutenues. Seuls les 6 non modifiés
permettent de toucher. Par contre, ces 6, eux, peuvent déclencher les règles type touche soutenue ou touche fatale. Si vous avez des relances de touche ou des règles spéciales qui vous permettent de relancer lors de vos tirs, des règles qui augmentent les dégâts quand vous tirez, n'importe quoi comme ça marche aussi pendant votre tir en état d'alerte. Si vous avez une règle qui vous donne plus 1 en force à chaque fois que vous attaquez, et ben en tir en état d'alerte, vous avez plus 1 en force. Mais attention, ça ne marche qu'avec les règles qui indiquent à chaque fois que votre unité est sélectionnée pour tirer, ou à chaque fois que votre unité est sélectionnée pour attaquer. Si la règle dit quand votre unité attaque durant votre phase de tir, alors ça ne marche pas pendant le tir en état d'alerte puisque vous n'êtes pas dans votre phase de tir. Vous faites une attaque comme dans votre phase de tir, mais vous n'êtes pas dans votre phase de tir. Donc attention à bien regarder les règles de vos unités ou les règles que les personnages donnent à vos unités, puisque certaines de ces règles ne s'appliqueront pas sur le tir en état d'alerte. Alors, quelques astuces ou conseils. En général, attention à comment vous séquencez vos mouvements, dans quel ordre vous faites bouger vos unités à votre tour. Si vous avez une unité spécifique que vous ne voulez pas voir se prendre un tir en état d'alerte par l'ennemi, essayez de la bouger en tout dernier de votre phase de mouvement, puisque du coup vous aurez bougé tout le reste des unités de votre armée, et donc votre adversaire sera tenté de faire des tirs en état d'alerte sur d'autres de vos unités, et donc il ne pourra pas l'utiliser sur l'unité que vous vouliez vraiment protéger. De même, si vous avez une unité avec laquelle vous comptez faire une charge, mais c'est celle-ci que vous voulez pas voir se faire tirer dessus en état d'alerte à votre phase de charge, alors essayez de déclencher le tir en état d'alerte ennemi sur une cible moins optimale durant la phase de charge ou durant la phase de mouvement. Généralement aussi, si vous le pouvez, essayez de commencer et de finir vos mouvements sans être visible. Si votre unité est visible pendant son mouvement, mais pas au début ou à la fin du mouvement, alors vous ne pouvez pas la cibler avec le tir en état d'alerte. Donc si vous commencez votre mouvement derrière des ruines où on ne vous voit pas, et que vous finissez votre mouvement derrière d'autres ruines où on ne vous voit toujours pas, vous n'êtes pas ciblable. De même, si vous comptez charger, commencez votre charge sans être visible de l'ennemi, si vous le pouvez. Comme ça, l'ennemi ne peut pas vous cibler avec ce stratagème-là. Et attention, des fois on se laisse un peu emballer, on se dit ah bah allez je vais tenter le tir en état d'alerte parce que ça vaut toujours le coup au cas où. N'oubliez pas que toucher sur des 6, même avec des relances, c'est très nul. Si vous avez 10 intercesseurs Space Marine qui du coup font 40 tirs quand ils tirent sur la même cible, en touchant sur des 6, vous faites 7 à 8 touches. Si vous avez une relance des touches, vous en faites 14. C'est pas beaucoup, c'est pas très efficace. Évidemment, vous l'avez tous compris je pense, vous allez prioriser les unités qui ont des armes de type torrent pour être utilisées comme tir en état d'alerte, puisqu'elles touchent automatiquement. Donc la grosse contrainte du 6 pour toucher ne s'applique pas du tout sur des lance-flammes ou des pouvoirs psy qui ont la règle torrent. Une unité qui a 4 ou 5 lance-flammes peut complètement bloquer une partie de la table contre tout mouvement ou toute charge d'infanterie légère si elle est bien positionnée. Vous pouvez mettre un énorme Land Raider avec 2 lance-flammes lourds au milieu de la table. N'importe quelle unité qui a 2 PV va hésiter très lourdement à se promener dans ce coin-là, parce que dès qu'ils bougent, ils vont se prendre 2 D6 tirs de force, je crois que c'est 6, PA-1 dégâts 2 ou PA-2 dégâts 2. Ça peut laver des packs entiers de Space Marine. Donc, vous pouvez utiliser cette menace de tir en état d'alerte pour empêcher l'adversaire de faire certains mouvements. Si vous avez des unités qui sont très menaçantes en tir en état d'alerte, soit parce qu'elles ont des grosses relances avec des touches soutenues en plus qui se déclencheraient sur les 6, soit parce que vous avez des armes à torrent qui seraient potentiellement très dangereuses pour les unités d'infanterie, vous pouvez les placer quelque part sur la table et juste garder votre point de commandement au cas où, et l'adversaire, normalement, devrait réfléchir à 2 fois avant de charger au milieu de la table, puisqu'il sait très bien que vous pourrez le défoncer si vous avez une ligne de vue sur lui. Le stratagème suivant, c'est la relance de commandement. Alors celui-là, il vous permet de relancer un jet de dés sur certains types de jets. Ça ne marche que pour les avances, pour les charges, pour les fuites désespérées, pour les tests de à risque, pour les armes qui peuvent exploser, pour les touches, pour les blessures, les dégâts ou les sauvegardes. Ça marche aussi pour le nombre de tirs qu'une attaque pourrait faire sur une arme. Alors, souvent, ce que les gens comprennent mal, c'est que ce que vous relancez, c'est un jet de dés. C'est pas tous les dés d'une séquence d'attaque, par exemple. Si vous décidez de relancer un jet pour toucher, c'est un dé pour toucher. Pas toutes les attaques d'une arme, pas toutes les attaques d'une unité, c'est un seul dé que vous relancez. Par contre, dans le cas d'une charge, vous relancez le jet de charge. Donc c'est les 2 dés que vous relancez. Vous ne pouvez pas relancer un seul dé. Si vous avez fait un 6 et un 1, mais que vous vouliez faire 8 pour votre charge, vous ne pouvez pas garder le 6 et relancer le 1. Vous devez relancer les 2 dés. Donc c'est bien, quand on parle du jet de dés, vous relancez
le dé de ce jet ou les dés de ce jet. Mais attention, une attaque, c'est un dé. Et donc c'est un dé que vous relancez. Une blessure, c'est un dé. C'est pas tout le jet de blessure de toute l'unité. C'est bien précisé aussi que vous pouvez utiliser ce stratagème si vous jetez plusieurs dés en même temps. Si vous faites les attaques de vos 10 intercesseurs, donc vous jetez vos 40 dés, vous pouvez jeter vos 40 dés et utiliser une relance de commandement pour relancer un de ces dés pour toucher. Vous pouvez choisir celui qui a raté et le relancer. Vous n'êtes pas obligé de les faire un par un et de relancer celui qui a raté. Et attention, les cas d'utilisation sont bien listés, ça ne marche pas par exemple pour des tests d'ébranlement. Vous n'avez pas le droit de relancer un test d'ébranlement avec la relance de commandement. Vous pouvez pas relancer un dé de miracle ou un dé de destin Eldar quand les Eldar avaient des dés de destin. Tout ça, ça marche pas. Si c'est un nombre de blessures mortelles que cause votre unité, vous pouvez pas le relancer. Si c'est pour vérifier si une de vos figurines meurt dans l'explosion d'un transport, vous pouvez pas relancer ce dé-là. Si c'est pour vérifier si un transport explose ou pas, vous pouvez pas relancer ce dé-là non plus. Faites bien attention aux cas d'utilisation, vous relancez pas tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez relancer, mais pas tout. L'utilité au global de ce stratagème, elle est souvent très ponctuelle. C'est pour tenter de sauver une action cruciale. Une sauvegarde que vous devez absolument réussir. Bon bah vous avez fait 1, vous aviez une chance de la réussir sur 2+, vous relancez. Une avance qui vous amène sur un objectif, vous avez besoin de faire un 3, vous avez fait un 1, vous pouvez relancer. Une charge à 2D qui doit réussir, qui est à 7, vous avez fait 5, vous la relancez. Un tir qui doit absolument blesser et tuer sa cible et qui a de bonnes chances de le faire, si vous faites un 1 sur le dé, vous le relancez. Personnellement, dans du jeu narratif, je trouve que cette relance est pénible, puisqu'elle nuit à la spontanéité de l'histoire racontée par les dés. Vous avez raté votre jet, il est raté, et c'est comme ça, et c'est l'histoire que cette bataille raconte. Point barre. En jeu compétitif, par contre, c'est beaucoup plus crucial et beaucoup plus intéressant de l'utiliser. Quand il y a vraiment un truc qui aurait dû réussir statistiquement et qui est crucial pour marquer 5 points de victoire ou réussir un secondaire, bon bah ça vaut bien le coup de dépenser un point de commandement. Attention quand même à bien jauger les probabilités de succès de ce second jet. Si c'est un 6 que vous devez obtenir sur un seul dé, vous avez quand même pas beaucoup de chances d'y arriver. Donc est-ce que votre point de commandement serait pas plus utile pour faire autre chose au tour suivant ou sur une autre action, plutôt que d'essayer de relancer ce truc-là et de gâcher votre PC? Essayez toujours de bien réfléchir sur l'utilisation que vous allez en faire. Le stratagème suivant, c'est courage insensé. Alors, celui-là, il vous permet de réussir automatiquement un test d'ébranlement une seule fois par bataille. Vous pouvez pas le spammer à chaque tour. Et attention, il doit être déclaré avant d'avoir jeté les dés. Vous pouvez pas jeter votre test. Ah mince, j'ai raté, c'est pas grave, j'utilise courage insensé. Non, vous devez dire j'ai une chance de rater ça. Si je rate, va y avoir un vrai problème, donc je choisis de le réussir automatiquement pour un PC. Vous aurez jamais jeté les dés, juste vous choisissez de réussir directement. Attention aussi, ça ne se fait qu'à l'étape d'ébranlement de votre phase de commandement. Donc, si l'adversaire vous fait faire un test d'ébranlement pendant son tour, qui fait que du coup c'est lui qui contrôle un objectif et qu'il score, vous ne pouvez pas utiliser ce stratagème. C'est pas votre phase de commandement. Si vous affrontez un tyrannide qui vous fait sa règle de l'ombre dans le warp, vous ne pouvez pas utiliser ce stratagème pour réussir automatiquement, puisque l'ombre dans le warp se déclare au début de la phase de commandement, ou en tout cas avant la phase de commandement, donc vous n'êtes pas dans votre phase d'ébranlement, et donc vous ne pouvez pas réussir automatiquement ce test. Donc l'utilité de ce truc, c'est vraiment uniquement dans votre tour, une unité qui est en dessous de sa demi-force et qui donc doit faire un test, ou une unité à qui un test d'ébranlement est forcé par une unité ennemie, par exemple, qui sera à proximité d'elle. Et si jamais vous êtes potentiellement emmerdé si l'unité rate ce test, parce que ça vous fait perdre des points de primaire, ou ça vous empêche de faire une action dont vous avez besoin à votre tour pour marquer des points de secondaire, et ben vous décidez de réussir automatiquement ce test une seule fois par bataille. Souvent, ce truc est utilisé par les gens hors phase, pas au bon moment, et pour des trucs sur lesquels il n'y a pas le droit de le faire. Lisez bien les conditions, c'est très très restreint. L'attaque de char maintenant, ça c'est un stratagème qui est très utile, ça vous permet en gros de charger avec un véhicule et d'infliger des blessures mortelles directement. Attention, ça ne marche que sur les unités véhicules. Les monstres ne peuvent pas le faire. Un Primarque ne fait pas d'attaque de char. Un Carnifex Tyrannide, aussi stupide que ça puisse paraître, ne fait pas d'attaque de char non plus. Attention aussi, ces blessures sont infligées durant la phase de charge. Donc c'est avant le combat, avant tout mouvement d'engagement, avant d'avoir choisi quelle unité va taper, qui a combat en premier, c'est infligé directement juste après le mouvement de charge. Donc ça peut potentiellement tuer une unité durant la phase de charge. Et donc votre charge ne sera plus en portée d'engagement de cette unité-là. Une seule figurine de l'unité inflige les blessures mortelles. Si vous chargez avec une unité qui a plusieurs véhicules, par exemple des Kilakan Orc ou des coptères de la mort Orc, vous devez choisir une seule des figurines. C'est pas chacune des figurines de l'unité qui va causer des blessures mortelles. Et donc vous jetez
autant de D6 que la caractéristique d'endurance du véhicule. Chaque 5+, cause une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 6. Si vous chargez avec un chevalier impérial endurance 12, vous jetez 12 dés, chaque 5+, fait une blessure mortelle. Attention, ce stratagème avait une écriture différente précédemment. Vous choisissiez la caractéristique de force d'une des armes de mêlée du véhicule, et si jamais cette caractéristique était supérieure à l'endurance de la cible, vous ajoutiez encore 2 dés que vous jetiez. Ça n'est plus comme ça que ça marche. Maintenant, c'est juste la caractéristique d'endurance, et il n'y a pas de « si je suis au-dessus de ton endurance à toi, je jette 2 dés en plus ». Donc attention, ça a été modifié. Bon, c'est un truc qui est très très utile et qui est souvent sous-exploité. Vous avez une unité ennemie que vous avez laissée à 3 ou 4 PV après lui avoir tiré dessus et qui vous embête sur un objectif, ou vous avez une unité ennemie qui a une sauvegarde invulnérable ou qui a des demi-dégâts et ça vous embête. Vous avez une unité qui a combat en premier et que vous avez chargé avec une de vos unités de mêlée. Dans tous ces cas, une attaque de char va vous aider. L'unité ennemie qui a 3 ou 4 PV, vous la chargez avec votre char, vous lui faites en stat 4 blessures mortelles, et donc vous la sortez et vous reprenez l'objectif. Une unité ennemie qui a une sauvegarde invulnérable que vous n'arrivez pas à dégommer parce que sa 4+, il arrête pas de la craquer, et ben vous lui faites les 3 PV qui manquent, et puis il dégage. Une unité ennemie qui a combat en premier et que vous avez chargé avec autre chose, il va vous saucer votre unité de corps à corps, et ben c'est pas grave, vous la chargez d'abord avec votre véhicule, vous faites une attaque de char, vous causez des blessures mortelles, ce qui fait que l'ennemi va retirer quelques figurines, et ensuite, votre autre unité pourra charger, et même si elle se fait taper d'abord, elle prendra moins cher. Vous pouvez aussi utiliser ce stratagème pour libérer une de vos unités qui est engagée au corps à corps et que vous aimeriez bien envoyer ailleurs. Vous faites charger votre char dans l'ennemi, vous faites les quelques blessures mortelles qui suffisent pour tuer l'unité adverse, et donc votre unité qui était en mêlée avec ça et que vous vouliez envoyer ailleurs, et ben maintenant elle est libre, et comme vous êtes encore à votre phase de charge, et bien cette unité peut déclarer une charge et aller ailleurs. C'est très utile sur des petits transports pas chers qui ont peu d'armes de tir. Vous prenez un Rhino, ça coûte pas grand chose, mais ça fait vraiment pas de dégâts quand ça tire avec son combi bolter là. Donc bah, vous pouvez l'utiliser pour faire quasiment à chaque tour. C'est quoi un Rhino? C'est endurance 9. Donc en stade, vous allez faire 3 blessures mortelles à chaque tour. Bah, vous pouvez l'utiliser pour pilonner potentiellement des unités ou pour vous mettre au corps à corps et avoiner un petit peu pour empêcher que l'ennemi soit trop costaud. Vous pouvez aussi l'utiliser pour maximiser le potentiel de dégâts d'un véhicule qui veut aller au corps à corps. Vous avez un Dreadnought Brutalis, ça cogne déjà assez salement au corps à corps, bah vous pouvez en plus l'utiliser pour faire d'abord une attaque de char, causer un paquet de blessures mortelles avec son endurance qui est de mémoire de 10, et puis ensuite taper au corps à corps et finir vraiment l'unité adverse. Il y a vraiment plein d'utilisations, celui-là il est sous-utilisé par beaucoup de monde, l'oubliez pas, il peut vraiment être très très utile. On a ensuite le stratagème à terre, qui est peut-être un des moins utiles de toute cette boîte à outils, mais qui a quand même quelques utilisations potentielles. Il va vous donner une sauvegarde invulnérable à 6 et le bénéfice du couvert sur une unité infanterie durant la phase de tir adverse. Ça dure jusqu'à la fin de la phase, donc ça protège votre unité infanterie contre tous les tirs de l'ennemi à ce tour. Alors, le bénéfice du couvert, il est très facile à avoir en 10e édition, donc il n'est pas forcément crucial, mais il y a quand même quelques utilisations. Si vous avez envoyé une unité d'infanterie sur un objectif, souvent les objectifs sont assez exposés, et si vous avez envie de marquer vos points de primaire au tour prochain, votre unité doit survivre. Donc l'ennemi, s'il décide de vous tuer avec un truc qui normalement juste en stat devrait passer votre sauvegarde et vous tuer, ce stratagème vous permet de mieux résister et du coup peut-être de garder une ou deux figurines et donc d'avoir une chance de toujours marquer vos points de primaire au tour suivant. Si vous avez aussi une unité relativement solide mais qui n'a pas de sauvegarde invulnérable et qui va se prendre quelques salves de tir multi-dégâts qui tueraient tous les PV de votre unité, vous pouvez vous donner une chance avec l'invulnérable à 6 de sauver une figurine, ça peut être vraiment crucial. Le plus 1 en sauvegarde du couvert, il peut aussi potentiellement vous faire passer d'une sauvegarde qui aurait dû être à 4 ou à 5, vous repassez à 4 ou à 3, c'est intéressant. Il y a aussi un cas d'usage vraiment débile et probablement pas prévu, mais qui marche, qui est le cas où vous voulez mourir. Vous avez une unité que vous devez laisser mourir. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, vous jouez le détachement Inari des Eldar, et donc quand vous perdez une unité, une autre de vos unités sur la table peut faire un mouvement normal complet. Donc un transport peut bouger par exemple de 14 pouces direct pendant l'ennemi. Peut-être qu'il y a des fois où vous avez envie de perdre cette unité. L'ennemi vous tirerait dessus avec des trucs qui normalement devraient pas vous tuer parce que votre sauvegarde est trop bonne. Si vous jouez en Votann et vous avez une unité où il vous reste 3 figurines et vous avez envie qu'elle meure pour que l'ennemi gagne un pion de jugement, vous pouvez aussi lui donner cet invuln à 6. Pourquoi est-ce que ça vous aide à mourir ? Parce que quand on vous attaque, vous choisissez quelle sauvegarde vous utilisez. C'est pas forcément vous prenez la meilleure. Vous prenez la sauvegarde que vous voulez. Et donc si vous avez une invuln à 6 ou une sauvegarde de base à 3,
Avec la 3+, vous survivez, avec la 6+, vous allez mourir. Et donc, vous voulez crever, vous choisissez de lancer votre 6+, au lieu de lancer votre 3+. Et donc, vos figurines crèvent sur des attaques qui n'auraient pas dû vous tuer, et donc potentiellement l'ennemi ne peut plus venir vous charger, et donc ne peut plus marquer des primaires, des secondaires en se posant sur un objectif. Et potentiellement même, votre unité est dégagée de la table, ce qui vous arrange parce que ça vous déclenche une autre règle qui est beaucoup plus puissante ou bien meilleure, et qui fait que votre armée sera boostée derrière. Donc il y a plein de cas d'utilisation où choisir de crever, ça peut être intéressant en fonction de votre armée, et donc donner une invulnérable à 6, si vous n'aviez pas déjà une invulnérable, ça vous permet de mourir plus facilement par rapport à l'utilisation de votre sauvegarde normale. C'est débile, et ça sera jamais utilisé par des joueurs narratifs, mais c'est fun. On a ensuite le stratagème grenade, qui est probablement un des stratagèmes les plus utiles si votre armée y a accès. Vérifiez bien unité par unité, puisque pour pouvoir utiliser ce stratagème, votre unité doit avoir le mot-clé grenade. Il y a des fois, c'est sur des trucs assez surprenants. Il y a des avions orques qui peuvent avoir le mot-clé grenade. Il y a certaines unités qu'on penserait qui ont le mot-clé grenade, comme par exemple des Skitarii du Mechanicus, mais qui ne l'ont pas. Donc vérifiez bien unité par unité si votre unité a le mot-clé grenade, sinon il ne peut pas l'utiliser. Certaines armées n'ont pas du tout accès à ce mot-clé. Pour utiliser ce stratagème, vous devez être à 8 pouces d'une unité ennemie qui est visible et qui n'est pas en portée d'engagement de qui que ce soit. Vous jetez ensuite 6d6, peu importe le nombre de figurines de votre unité, même s'il en reste plus qu'une, vous jetez quand même 6d6, et sur chaque 4+, vous faites une blessure mortelle. Donc statistiquement, vous faites 3 blessures mortelles. Il y a quelques restrictions, l'unité qui doit utiliser les grenades ne peut pas avoir avancé, même si elle a des armes d'assaut ou quoi que ce soit, ça marche pas. Elle peut pas avoir battu en retraite, vous pouvez pas vous désengager et jeter des grenades, et vous pouvez évidemment pas être en mêlée non plus. Aussi, vous ne pouvez pas avoir tiré. Ça veut dire que vous devez utiliser le stratagème grenade avant de faire tirer votre unité. Vous pouvez pas décider de d'abord tirer avec votre unité, et ensuite, si l'ennemi est encore en vie, vous jetez les grenades pour le finir. Vous devez faire l'inverse. Et vous pouvez évidemment pas cibler une unité ennemie qui est en portée d'engagement. C'est un stratagème qui, là aussi, est sous-exploité par beaucoup de monde, moi y compris. J'oublie toujours que j'y ai accès, alors qu'il y a plein de cas où ça me permettrait d'être beaucoup plus efficace. Vous avez des unités peu chères qui, du coup, d'un coup, peuvent se mettre à faire 3 blessures mortelles à chaque tour à des trucs qu'elles auraient jamais pu blesser. 10 Boys Orc ou 10 Seras Drukhari dans la phase de tir, ça fait 0 dégâts, mais là, soudainement, à leur phase de tir, ils peuvent faire 3 blessures mortelles à un Chevalier Impérial ou même à un Primarque. En stats, c'est 3 blessures mortelles. Donc, c'est pas ridicule en termes de coût en points et d'utilisation. C'est aussi utile si vous avez une unité ennemie qui aurait dû mourir quand vous lui avez tiré dessus avec une autre partie de l'armée, mais qui est toujours pas morte, et ben vous pouvez vous assurer de la finir avec une grenade s'il lui reste 1 ou 2 PV. S'il y a des figurines ennemies qui forment un écran devant vous et que vous pourriez presque passer, mais pas tout à fait, vous jetez les grenades, vous tuez 3-4 figurines et ensuite vous finissez avec vos petits pistolets et ça vous laisse la place de charger à travers le cordon. Vous pouvez aussi l'utiliser pour amocher l'ennemi avant de le charger ou avant de lui tirer dessus ou avant de faire les deux. Quand vous causez 3 blessures mortelles, vous tuez potentiellement un Terminator, donc avant de le charger, c'est toujours bien parce que ça vous évitera de vous prendre un coup de gantelet énergétique dans la tronche derrière. Ça enlève du contrôle d'objectif sur un objectif. Il y a plein de trucs très intéressants. Dans beaucoup de cas, il vaudra mieux, plutôt que d'espérer que vos petits tirs au jugé enlèvent le dernier PV d'un ennemi, il vaudra mieux sécuriser le truc, balancer votre grenade et utiliser vos petits tirs sur autre chose. Ça sera toujours plus efficace. On a ensuite le défi épique. Alors celui-là, il est pas beaucoup utilisé, mais il a quand même pas mal de cas où c'est sympa. Il vous permet en gros, au corps à corps, de donner la règle précision à un de vos personnages contre, du coup, une unité ennemie qui aurait un personnage dedans. La règle précision, je rappelle, ça permet d'attribuer toutes les attaques, du coup en l'occurrence de votre personnage, sur un personnage ennemi, même s'il est au sein d'une autre unité. Normalement, quand vous attaquez une unité qui a un personnage dedans, vous devez d'abord tuer toutes les figurines de l'unité, et ensuite vous pouvez taper le perso. Là, vous pourrez taper le perso directement. Alors, je rappelle que vous ne pouvez cibler qu'une de vos unités personnage pour faire ça, mais si vous avez un personnage dans une unité normale, toute cette unité a le mot-clé personnage, donc ça fonctionne. C'est pas forcément pour un personnage indépendant tout seul. Vous devez aussi voir le personnage adverse avec votre figurine personnage qui a la règle précision. Ça, c'est une règle justement qui est écrite dans la règle de précision. Pour pouvoir attribuer vos attaques au personnage ennemi, vous devez le voir au tir et au corps à corps. Donc si vous avez chargé une partie de l'unité ennemie qui est derrière un mur, mais que le personnage est lui de l'autre côté du mur et que vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le cibler avec précision. Donc les cas d'utilisation sont plutôt bien. Il y a plein de cas où un personnage ennemi va donner un gros boost à son unité. Typiquement, si cette unité est menée par un personnage, elle a -1 pour être blessée.
Bah, si vous snipez le personnage avec le vôtre d'abord, quand les figurines de votre unité vont ensuite taper, et ben l'unité ennemie n'a plus ce bonus. Si le personnage ennemi donne un insensible à la douleur, un -1 pour être touché, une sauvegarde invulnérable, et bah tout ça, l'unité ennemie ne l'aura pas si vous parvenez à tuer le personnage avant de frapper avec le reste de vos figurines. Si jamais vous devez accomplir la mission assassinat, mais vous savez que vous n'avez pas la capacité de tuer toute l'unité adverse et ensuite de tuer le personnage, et bah vous essayez de le sniper en mêlée. Ou si juste vous voulez faire un combat classe et lancer un duel et que votre adversaire est trop couard pour vous laisser le faire en narratif, et bah vous utilisez votre stratagème défi épique et vous défiez le personnage ennemi, et c'est rigolo. Il y a quelques cas qui sont vraiment utiles, maintenant c'est pas le stratagème que vous allez utiliser le plus souvent, hein. Je pense que je l'ai utilisé peut-être une fois dans toutes mes parties que j'ai fait en 10ème édition. Un stratagème qui sera beaucoup plus utile, c'est arriver précipité. Celui-là, pareil, beaucoup de gens l'oublient et ne l'utilisent pas, il est incroyable ce stratagème. Il vous permet, à la fin de la phase de mouvement adverse, donc une fois que l'adversaire a fini tous ses mouvements et a fait arriver toutes ses unités depuis ses réserves, vous pouvez faire arriver une de vos unités depuis les réserves. Ça vous permet aussi d'arriver en frappe en profondeur si votre unité est éligible pour le faire. Attention, cependant, souvent quand vous avez des unités qui vous disent que vous pouvez arriver à 6 pouces de l'ennemi au lieu de 9 pouces, ces règles souvent précisent que c'est pendant votre phase de mouvement. Donc vous ne pouvez pas, dans la plupart des cas, utiliser arrivée précipitée pour arriver à 6 pouces de l'ennemi. Vous devrez être à 9. Lisez bien les règles des unités qui peuvent arriver à plus près de 9. La plupart du temps, elles ne peuvent pas le faire quand c'est pas dans votre phase de mouvement. Et là, évidemment, vous n'êtes pas dans votre phase de mouvement, vous êtes dans celle de l'adversaire. Et puis évidemment, vous devez respecter le round d'arrivée, hein. Vous savez que vous ne pouvez pas faire arriver vos unités depuis la frappe en profondeur dès le premier round. Vous ne pouvez pas arriver dans la zone de déploiement ennemi autour d'eux avec des unités qui n'ont pas frappe en profondeur. Bon, tout ça, vous devez respecter ces règles-là, bien sûr. Alors pourquoi est-ce que c'est super utile? Eh bien tout simplement parce que quand vous arrivez depuis les réserves, normalement, vous n'avez pas le droit de bouger. Et donc vous êtes en général à 9 pouces, ce qui fait que si vous vouliez charger, vous êtes loin. Là, vous allez arriver pendant le tour adverse, ce qui fait que quand ça sera à votre tour de jouer, vous pourrez bouger et charger, bouger et prendre une ligne de vue, vous aurez la mobilité normale de votre unité. Donc si vous faites arriver une unité en arrivée précipitée bien cachée, puisque vous savez où l'adversaire est, hein, il a fini sa phase de mouvement, donc vous pouvez bien vous mettre à l'abri, mais vous pouvez quand même vous positionner à un endroit qui va vous permettre de lancer une contre-attaque vraiment intéressante. C'est aussi utile si jamais vous vouliez balancer une unité qui pourrait tirer en état d'alerte durant la phase de charge ennemie. Vous voyez que l'ennemi va vous charger avec une unité une grosse unité de 20 boys orc et il va venir vous reprendre un objectif. Et ben, vous vous mettez à 9 pouces de cette unité ou à 12 pouces de cette unité, vous faites arriver en frappe en profondeur vos 10 Infernus dans un drop pod ou vos 5 Marines avec lance-flammes qui peuvent débarquer on sait pas trop où sur un bord de table et là l'adversaire va réfléchir à 2 fois avant de faire sa charge. Parce que s'il vous charge, soudainement, il est éligible pour se faire cramer la tronche à coups de lance-flamme et donc ces 20 boys vont disparaître de la table. Vous gagnez aussi, globalement, un tour de jeu sur l'unité qui vient d'arriver, puisque à votre tour, vous pourrez la faire bouger, tirer, charger normalement, elle comptera pas comme venant d'arriver des renforts. Attention par contre, à pas trop l'exposer, la mettez pas en plein milieu de la table, super visible, parce que l'adversaire a pas encore fait sa phase de tir, hein. Et puis dernière utilisation qui peut être très pratique, vous savez que vous allez vous faire charger par l'adversaire, vous allez prendre cher, vous pouvez potentiellement faire arriver une de vos unités pour vous permettre de faire le stratagème intervention héroïque. Donc vous vous placez tout à côté de l'unité qui va peut-être se faire charger, aussi près que vous le pouvez, et si l'adversaire vous charge, vous pourrez vous tenter une contre-charge avec l'intervention héroïque, et donc peut-être que votre adversaire va réfléchir à 2 fois avant de venir vous charger, parce qu'il aura peut-être peur de la contre-attaque. On a ensuite le stratagème de contre-offensive qui lui est très dangereux, il coûte d'ailleurs 2 points de commandement, c'est le seul de toute cette boîte à outils qui coûte 2 PC, il permet d'interrompre la séquence de combat. Ça veut dire que, en gros, normalement à la phase de combat, votre adversaire va potentiellement taper d'abord. Si vous êtes à votre tour et que vous êtes engagé au corps à corps, c'est l'adversaire qui tape en premier, sauf si vous avez fait une charge. Si vous êtes autour de l'adversaire et que l'adversaire vous a chargé, il a combat en premier, il tape d'abord. Potentiellement, il pourrait taper d'abord avec 3 ou 4 unités. Si vous a chargé avec 3 ou 4 unités, c'est 4 unités au combat en premier, donc ces 4 unités taperaient d'abord et ensuite ce serait à vous. Et bien grâce à ce stratagème, vous allez pouvoir dire « Ok, tu tapes avec une unité, mais ensuite c'est à moi. Peu importe si t'as combat en premier, si moi je l'ai, à quel tour on est, on s'en fiche. Une fois que t'auras tapé avec une unité, c'est à mon tour, je tape. » Donc si l'adversaire vous a chargé par exemple avec 2 unités, normalement il a combat en premier sur chacune, donc ces 2 unités devraient taper la vôtre. Donc normalement votre unité est morte. Mais si vous avez 2 points de commandement, vous pouvez dire ok tape-moi avec la première, mais moi par contre je tape juste après. Et donc la deuxième unité qui n'a pas encore tapé, potentiellement vous la dégagez de la table et elle vous frappe pas.
Donc n'oubliez pas, vérifiez toujours si votre adversaire a 2 points de commandement pendant votre phase de charge et pendant votre phase de mêlée, puisque ça va complètement changer la géométrie du combat. Si votre adversaire a ces 2 points de commandement, choisissez bien dans quel ordre vous allez faire taper vos unités, réfléchissez bien. Essayez de sortir les unités ennemies les plus dangereuses en premier, puisque sinon, l'adversaire va cogner avec cette unité et potentiellement vous tuer un truc avant même qu'il ait pu taper. Si vous jouez une armée de mêlée et que vous savez que l'adversaire va venir vous charger de temps en temps parce que lui aussi joue à la mêlée, gardez 2 points de commandement pour utiliser ce stratagème, ça vaudra quasiment toujours le coup. Il y a quelques astuces aussi pour essayer de se prémunir un peu de ça. Si vous avez la possibilité d'avoir des unités qui peuvent combattre en mourant, souvent il y a des unités qui ont la règle qui vous permet de taper même si la figurine devait être morte, soit sur un 4+, soit de son jet de dés. Des fois vous pouvez le faire via un stratagème. Ça peut être une manière de vous prémunir de ça. Ok, l'adversaire va interrompre. Ok, il va dégommer votre unité, mais c'est pas grave parce que cette unité peut combattre en mourant. Donc utilisez cette règle-là pour séquencer vos attaques, et du coup cette unité-là, vous n'avez pas besoin de la faire taper tout de suite, puisque de toute façon vous pourrez la faire taper en mourant quand même. Vous pouvez aussi utiliser la contre-offensive, même si vous pensez pas que vous allez faire des dégâts au corps à corps, puisque ça vous permet de sélectionner votre unité pour combattre. Ça veut dire que vous êtes dans votre phase de combat, et donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez droit à votre mouvement d'engagement de 3 pouces, ce qui fait que, par exemple, vous pouvez laisser l'adversaire taper, ensuite activer une de vos unités et faire un petit mouvement d'engagement de 3 pouces qui va bloquer l'ennemi au socle à socle, qui fait que l'ennemi, lui, à son tour, ne pourra pas venir engager quelque chose d'autre de votre côté. Attention aussi à pas spammer les charges si vous savez que votre adversaire peut interrompre, puisque du coup vous aurez chargé avec 30 000 trucs, d'accord, mais vous allez perdre au moins une unité en retour qui aura rien eu le temps de faire. Donc si vous chargez qu'avec une seule unité, vous allez taper en premier, l'adversaire peut pas vous interrompre, ça sert à rien, puisque de toute façon vous avez tapé et ensuite ce sera à son tour de taper. Si vous chargez avec 2 unités, soudainement l'adversaire peut décider d'interrompre et de sortir l'unité qui a pas tapé. Donc mesurez bien avec quoi vous chargez si votre adversaire a ces 2 points de commandement, et choisissez bien ceux qui va taper en premier en fonction de ce que l'adversaire a le potentiel de tuer ou non. Ça va vous demander beaucoup de réflexion. Vérifiez toujours, à la phase de mêlée ou même à la phase de charge, si votre adversaire a les 2 points de commandement, parce que s'il les a, ça va changer complètement la manière dont le combat peut se dérouler. Stratagème suivant, c'est l'écran de fumée. Ça, c'est une unité qui a le mot-clé fumée, qui va gagner discrétion et le bénéfice du couvert. Donc, ça va lui donner -1 pour être touché au tir et +1 à sa sauvegarde si elle n'est pas déjà en couvert. Alors, les unités qui ont le mot-clé fumée, souvent c'est des véhicules. J'ai vu quelques unités d'infanterie, mais pas tant que ça, qui avaient accès à ce mot-clé. Donc souvent, c'est des véhicules qui ont ça. Il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est très utile pour casser un peu les chances de votre adversaire de sortir votre tank. Il vous touchait sur du 3+, bah soudainement c'est du 4+, il y a moins de tirs qui passent. Ou il vous touchait sur du 2+, et bah soudainement c'est du 3+, même s'il a une relance D1, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Et puis bah, le bénéfice du couvert, plus en sauvegarde, c'est toujours bon à prendre si vous l'aviez pas. Et en plus, ça dure jusqu'à la fin de la phase, donc ça vous protège de tous les tirs adverses à ce tour, ce qui est toujours intéressant. Il n'y a rien de très compliqué, il n'y a pas de super astuces de jeu avec ça, c'est juste j'ai pas envie de prendre trop cher, je vais essayer de me protéger pour un point de commande. On a ensuite l'intervention héroïque, celui-là il est très utile aussi, il vous permet de charger une unité ennemie durant le tour adverse. Attention, il ne coûte plus que 1 point de commandement, il en coûtait 2 en début d'édition, il ne coûte plus que 1. Il y a pas mal de restrictions. D'abord, vous pouvez charger une unité ennemie que si elle vient de finir sa charge, donc c'est attention, juste après qu'elle est finie, vous pouvez pas attendre de voir toutes les charges que fait votre adversaire et ensuite décider de contrecharger la première unité qui a chargé. Vous devez le faire tout de suite après que l'unité ennemie ait fini sa charge. Et l'unité qui veut faire cette charge doit être à 6 pouces, pas à plus de 6 pouces, doit être à 6 pouces. Et cette unité qui va tenter la contrecharge ne peut évidemment pas être en mêlée. Vous ne pouvez pas le faire avec des véhicules, sauf s'ils sont marcheurs. Et de toute façon, ça ne permettrait pas de déclencher aussi une attaque de char, puisque vous n'êtes pas dans votre phase de charge. Donc vous ne pourriez pas utiliser ce stratagème pour balancer une charge avec un de vos chars, et ensuite réutiliser un point de commandement en plus pour faire une attaque de char. Vous n'avez pas le droit de faire ça. A noter aussi, l'unité qui fait cette intervention héroïque ne gagne pas le bonus de charge. Le bonus de charge, c'est juste combat en premier. Donc votre unité qui vient de charger n'a pas la règle combat en premier. L'unité ennemie qui vient de charger pourra donc vous taper d'abord sur l'unité avec qui vous venez de faire intervention héroïque. Donc attention, si c'est un primarque qui vient de charger et que vous le contrechargez avec, je sais pas, un de vos personnages qui est moins fort, le primarque va peut-être buter votre personnage direct. Et du coup, ça servait pas à grand chose de faire tout ça. Donc réfléchissez bien
Est-ce que vous contrechargez un truc qui va juste vous sécher de toute façon et du coup vous allez juste perdre une unité gratuitement? Hein, réfléchissez bien à comment ça marche. Vous ne tapez pas en premier quand vous utilisez intervention héroïque. Par contre, attention, toute autre règle à laquelle votre unité pourrait avoir accès quand elle charge s'applique bien. Si votre unité a une règle, une aptitude spécifique qui lui donne plus d'attaque, plus de force en charge, qui a lance pour plus 1 pour blesser quand elle a chargé, tout ça, ça marche. La seule chose que l'unité ne gagne pas, c'est ce que les règles définissent comme le bonus de charge, et le bonus de charge, c'est juste combat en premier. Attention aussi, la charge, elle n'est pas réussite automatiquement. Vous gagnez le droit de faire une charge sur l'adversaire, mais il faut quand même jeter les dés. Vous êtes à 6 pouces, normalement, ou à moins de 6 pouces, donc la charge n'est pas trop compliquée, mais si vous faites 2, vous réussissez pas votre charge et vous avez gâché votre point de commandement. Hein, n'oubliez pas, vous êtes éligible pour déclarer une charge, mais du coup, vous devez quand même réussir votre jet de charge. Hein. Donc là, il y a plein d'utilisations de ce stratagème. Vous pouvez l'utiliser pour protéger une de vos unités avec une autre. Vous avez un petit écran qui est assez vulnérable et que l'adversaire veut venir charger, ben vous avez une unité plus puissante qui est en renfort vraiment pas loin. Si l'adversaire vous charge votre petit écran, et ben vous contrechargez avec votre unité plus costaud. L'adversaire n'a pas la capacité de tuer cette unité costaud, et donc peut-être qu'il vous tuera votre écran, mais ensuite vous avez gagné de la distance de mouvement et vous explosez l'adversaire. Hein, imaginons vous avez un cordon de 5 intercesseurs, mais derrière vous avez 5 terminators. Si l'adversaire vous charge avec ses 10 berserk, il va peut-être vous défoncer vos intercesseurs, mais il aurait plus de mal à tuer des terminators. Et ben quand vos terminators vous contrechargez et tapez, et ben soudainement les berserk vont disparaître de la table. Vous pouvez aussi utiliser ce stratagème pour simplement gagner du terrain. Si vous avez une unité ligne et vous voulez mettre de l'OC sur un objectif, vous pouvez utiliser intervention héroïque pour mettre plus de figurines sur l'objectif en chargeant. Vous allez peut-être en perdre quelques-unes, mais vous aurez peut-être mis plus d'objectifs contrôle sur l'objectif que votre adversaire, et donc peut-être que vous l'empêchez de marquer, ou peut-être que vous, à votre tour, vous marquez des points. Vous pouvez aussi l'utiliser pour placer une de vos unités à un endroit de la table qui vous permettrait de marquer un secondaire. Vous êtes au bord de la zone de déploiement ennemi, vous aviez une carte qui vous permet de marquer des points quand, à la fin du tour, vous avez une unité dans la zone de déploiement ennemi, et bah soudainement avec cette charge, vous pouvez peut-être le faire. Donc il y a plein de petits cas d'utilisation qui vous permettront de vous repositionner aussi et qui sont pas mal. Alors par contre, comment est-ce qu'on se prémunit de ça? Comment est-ce qu'on fait pour éviter de se prendre ces contrecharges dans la tronche par l'adversaire? La règle numéro 1, c'est de bien placer vos figurines quand elles chargent. Si vous avez bien lu les règles de corps à corps, et on pourra faire un point, si vous me le demandez assez dans les commentaires, on pourra faire un point sur les règles de charge, d'engagement, de consolidation, de socle à socle, etc. On pourra faire un point plus tard. Mais en gros, vous devez, quand vous faites une charge, arriver au socle à socle avec chacune de vos figurines si elle en est capable. Donc si moi, sur la photo de droite, je fais un jet de charge avec mes terminators, si j'ai fait un jet de 6, toutes les figurines qui sont capables d'aller au socle à socle, chacune leur tour, eh bien elles sont toutes obligées d'aller au socle à socle. Je ne peux pas décider volontairement de les aligner dans une petite ligne où il n'y en a qu'une seule qui arrive au corps à corps. Si elle peut socler, elle doit socler. Mais du coup, je peux utiliser cette règle pour positionner des figurines à mon avantage, notamment en mettant une figurine qui va bloquer toutes mes autres figurines. Donc je vais vous expliquer ça sur la droite. Par exemple, vous voyez sur la photo, j'ai des terminators de la Death Watch en bas à gauche, j'ai envie de charger le marcheur sidonien de l'Admech qui est au milieu, sur le socle ovale, mais il y a 2 robots Castellan Admech qui sont des unités qui cognent vraiment très fort au corps à corps, et j'ai pas envie qu'ils me fassent une intervention héroïque dans la tronche. Donc j'ai fait un jet de charge qui est de 6 pouces, qui me suffit pour atteindre le marcheur, mais qui me suffit aussi pour me mettre dans un rayon de 6 pouces des Castellans. Si je m'avance trop avec cette charge, mon adversaire va pouvoir faire une intervention héroïque avec ses Castellans, je vais peut-être pouvoir en casser un avec mes gantelets énergétiques, mais le deuxième va me mettre une vraie misère. Donc si je fais ma charge tout bêtement, je bouge de mes 6 pouces et je me mets au socle à socle avec le marcheur, et ben je me suis mis à 6 pouces des Castellans, donc je vais me faire contrecharger. Ça ne va pas du tout, je veux pas ça, il va falloir que je trouve une autre solution. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais prendre une figurine d'un côté et je vais aller la placer à un endroit où elle me gêne pour que mes autres figurines puissent pas, avec 6 pouces, arriver au socle à socle. Ou en tout cas que le moins de mes figurines possibles ne puissent arriver au socle à socle. La règle dit bien que chacune des figurines, vous les bougez une par une, chacune doit arriver au socle à socle si elle le peut. Mais vous n'êtes pas obligé de maximiser le nombre de socles à socle dans l'unité. Donc là, je me suis bloqué, concrètement, et donc une partie de mes figurines, comme par exemple le Terminator du fond, là, avec son épaulière Imperial Fist, eh bien lui, à 6 pouces, il peut pas atteindre au socle à socle le marcheur. Donc il va être obligé de se mettre au socle à socle avec mon Terminator, mais il n'est pas obligé d'aller socler le marcheur, et donc il se positionnera pas dans un rayon de 6 pouces des robots Castellan.
Donc quand j'ai fini mon mouvement de charge, voilà comment je me retrouve. J'ai soclé avec 2 figurines, mais les autres ne peuvent plus socler. Et donc je peux juste les amener au socle à socle avec mes propres figurines, ce qui fait que aucune de mes figurines maintenant n'est à 6 pouces des robots Castellan. Ce qui fait que mon adversaire ne peut pas utiliser l'intervention héroïque. Et ensuite, à mon tour, si j'ai envie d'amener plus de figurines au socle à socle, même si là j'en ai pas besoin pour taper, mais si j'avais envie, je peux faire mon mouvement d'engagement de 3 pouces. L'adversaire ne pourra pas utiliser intervention héroïque pendant mon tour, puisque eh bien, cette intervention héroïque se déclare à la phase de charge et pas à la phase de mêlée. Donc là, j'ai évité de me faire contrecharger. Évidemment, si j'avais fait un jet de charge de 8 pouces, 9 pouces ou 10 pouces, là j'étais un peu fichu, puisque bah, mes figurines auraient eu la capacité d'aller se mettre au socle à socle, même si j'essayais de me bloquer, et du coup bah, j'étais coincé, et j'aurais été obligé de m'exposer. Là j'ai eu la chance de faire un jet de charge relativement faible, mais évidemment il y a des cas où vous pouvez pas utiliser cette tactique, où vous vous bloquez tout seul. Voilà en tout cas pour tous ces stratagèmes génériques, j'espère que ça vous a donné quelques idées de comment les utiliser au mieux. N'oubliez pas que vous y avez accès, il n'y a pas que les 6 stratagèmes de votre détachement, il y a des trucs très utiles. Ceux qu'on oublie souvent et qui sont vraiment utiles, c'est l'attaque de char et les grenades, qui sont vraiment efficaces. Et ceux qui sont souvent mal utilisés, c'est le tir en état d'alerte, la relance de commandement et le courage insensé. Courage insensé parce que la plupart des gens l'utilisent alors qu'ils n'auraient pas le droit de l'utiliser. La relance de commandement parce qu'il y a des gens qui relancent des trucs qu'ils n'auraient pas dû relancer. Ou qui l'utilise pour relancer un truc qui n'a pas d'impact, et le tir en état d'alerte parce qu'il y a pas mal de fois où on ne sait pas exactement dans quel cas on l'utilise, et il y a pas mal de fois où on l'utilise en se disant ça vaut toujours le coup, et en fait on a gâché un point de commandement parce que ça n'a aucun impact, on n'aurait de toute façon jamais tué l'ennemi, et donc ça servait à rien de lui enlever juste 2 points de vie. Les stratagèmes les plus techniques sont probablement la contre-offensive et l'intervention héroïque. Ça va demander beaucoup de réflexion sur quand vous l'utilisez, dans quel ordre vous séquencez vos mouvements ou vos attaques. Vous acquérerez de toute façon l'expérience au fur et à mesure de leur utilisation, mais j'espère qu'en tout cas j'ai pu vous donner une petite idée de comment utiliser un peu tout ça au mieux. Évidemment, comme d'habitude, si j'ai dit une connerie, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Comme d'hab, si vous avez des questions ou qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires, j'essaie d'y répondre au maximum dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas de cliquer sur tous les boutons YouTube de la chaîne, elle grandit bien, donc ça serait cool si ça pouvait continuer, parce que moi j'aime bien faire ce genre de trucs. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!